Écoutez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire du cycle Actu Santé Filieris. Nous sommes ravis de vous retrouver pour cet opus consacré à un sujet d'une actualité particulièrement brûlante, la gestion des crises sanitaires par notre système de santé. Afflux massif de victimes, pandémie, engagement militaire majeur, ces situations ne sont plus des hypothèses d'école, la question n'étant plus de savoir si une crise surviendra, mais comment nous pouvons dès maintenant mieux nous y préparer. Alors, pour nous guider sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Olivier Collange, chef du service d'anesthésie-réanimation et de médecine préopératoire au CHU de Strasbourg et responsable du diplôme universitaire de médecine des catastrophes hospitalières. Il abordera la coordination ville-hôpital, la place de chaque soignant dans le dispositif et les actions concrètes pour renforcer notre préparation collective. À l'issue de cette intervention, nous aurons le plaisir d'accueillir le témoignage du docteur Romain Martchak, conseiller médical national chez Filieris et médecin ressource pour l'ARS des Hauts-de-France, des plans de préparation et de réponse aux situations sanitaires exceptionnelles des CPTS. Son regard de terrain ancré à la fois dans la réalité ambulatoire et dans les enjeux organisationnels des soins de proximité viendra compléter et enrichir les apports du professeur Collange. Deux éclairages complémentaires, donc l'un hospitalier, l'autre de ville, pour une vision globale et concrète de notre préparation collective à faire face. Je vous rappelle qu'un temps d'échange est prévu en fin de séance. Vos questions sont les bienvenues dès maintenant via le chat. Nous en prendrons connaissance au fil des interventions et y répondrons ensemble en fin de webinaire. Professeur Collange, nous vous remercions chaleureusement de votre présence et nous vous cédons dès à présent la parole. Bonne séance à toutes et à tous. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et merci beaucoup à Mohamed et puis au groupe Filieris de me donner l'opportunité de vous présenter ce sujet qui est un sujet qui nous tient probablement à tous bien à cœur. Euh, Vous voyez mon diaporama? Non, Ah, il alors faut partager l'écran là. je vais repartager l'écran, pas de souci. Alors là, eh bien, je vais faire partager. Voilà, ok. Et là, on va remettre les paramètres d'affichage. Est-ce que vous voyez les choses correctement? Alors, par contre, je ne vous entends pas. Je vois bien, oui. Oui, 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 ça oui, va. oui, c'est parfait. Et, C'est parfait. et voilà. On est parti. Euh, alors, on est parti, sauf qu'il faut juste que j'arrive à faire défiler mon diaporama. Ça, c'est encore autre chose. Voilà. Un des éléments qui est, je pense, crucial, et en tout cas, moi, qui me sert de fil rouge dans à la fois la compréhension, la conception des plans blancs de l'hôpital et puis de l'enseignement qu'on peut faire, c'est qu'il faut bien comprendre que lors d'une crise, organiser les soins, eh bien, c'est apporter les soins. C'est vraiment soigner, c'est une action soignante. Et donc, c'est vraiment crucial d'avoir un œil sur, très, très aiguisé sur la façon dont on organise les choses. Alors, quelques mots de sémantique. Alors, je suis un peu désolé si c'est trivial pour tout le monde, mais on va quand même revenir là-dessus. Donc, bien sûr, il y a des catastrophes industrielles, des catastrophes climatiques, on peut les répertorier. Il y a aussi malheureusement depuis plusieurs dizaines d'années des attentats. Et donc là, sont répertoriés quelques attentats et des catastrophes depuis le début des années 2010. Euh, donc on a tous plus ou moins été touchés par ces catastrophes successives, notamment évidemment en ce qui concerne Strasbourg, il y a les attentats de 2018. Euh, un autre élément qui est évident pour tout le monde, mais peut-être encore un peu plus pour les gens qui sont sur le versant est et nord-est de la France, c'est que
s'il y a une guerre qui se rapproche encore un peu plus des frontières de notre pays, il est maintenant établi que nous devrons prendre en charge dans notre système de santé des blessés de guerre qui sont soit des militaires, soit des civils, mais qui seront évacués du front ou des zones directement impliquées vers des zones de repli qui seront donc effectivement la France. Et donc, ça nécessite d'avoir une réflexion sur la typologie des blessures, la typologie des patients que nous aurons à prendre en charge, qui sont par définition des patients particuliers que, on pourrait presque dire heureusement actuellement, nous n'avons pas vraiment l'habitude de prendre en charge. Un autre point qui est crucial et qui est vraiment, quand on dit organiser, c'est soigner. Donc ça, c'est un papier qui a été publié après les attentats de Londres en 2005. Donc les attentats de Londres, hein, c'est des attentats dans les transports publics successifs qui ont fait 56 morts et 800 blessés. Euh, donc dans cet éditorial, ce qui est mis en avant, c'est que les plaies en elles-mêmes, enfin les blessures qui ont été objectivées, euh, ce ne sont pas des choses, bien sûr, il y a des plaies complexes, mais la majorité des plaies sont des plaies qui sont assez faciles à prendre en charge. Ça ne nécessite pas un effort diagnostique particulier, ça ne nécessite pas un plateau technique particulièrement lourd. Effectivement, très souvent, il faut avoir un accès à un bloc opératoire. Voilà, et ça met en jeu le service de santé de cette façon. Mais il n'y a pas de complexité dans la pathologie. Et donc, par contre, la complexité, c'est de modifier en un temps relativement court ce dont on dispose, et à Londres, il y a bien sûr énormément de cliniques et d'hôpitaux, de transformer les parcours de soins de façon rapide pour pouvoir prendre en charge un maximum de victimes. Donc c'est effectivement un vrai travail de préparation pour la réorganisation de notre système de santé pour faire face à un afflux massif de victimes. Et donc la définition qui est maintenant une définition qui est nationale en France, hein, qui est voilà, pour définir ce que c'est qu'une crise sanitaire, eh bien c'est une définition qui est très simple. C'est quand mes besoins en santé dépassent les moyens ordinaires dont je dispose. Donc en fait, vous allez voir que on est très vite dans la crise de la catastrophe sanitaire, mais néanmoins, c'est vraiment ça la définition. Ben, moi, j'ai un fonctionnement ordinaire qui me permet de voir mes malades, qui me permet de faire fonctionner ma structure, mon EHPAD, ma CPTS, voilà, mon cabinet, ça se passe bien. Mais là, en fait, j'ai un besoin qui est particulier et qui dépasse mes capacités. Et donc, c'est ça la définition. Donc, voilà un autre exemple, hein, mais pour ceux qui s'en souviennent, il y a 25 ans à Toulouse, l'usine AZF a explosé. Donc, il y a 31 morts. Donc, en soi, bien sûr, 31 morts, c'est une catastrophe, mais il y a aussi 2500 blessés. Et il est bien évident que prendre en charge 2500 blessés, même si parmi ces 2500 blessés, il y a énormément de blessés légers, mais prendre en charge 2500 blessés ex abrupto, eh bien, c'est quelque chose que, bien sûr, notre système de santé n'est pas prévu pour faire ça. Notre système de santé, il est prévu au cordeau, comme tout le monde le sait, et encore, on nous dit qu'il n'est pas suffisant, bien souvent, pour le quotidien. Donc, évidemment, prendre en charge 2500 blessés, eh bien, ça nécessite sûrement des efforts organisationnels. Encore quelques mots de sémantique, mais c'est vraiment pour situer un peu en tout cas une partie de la problématique. Euh, Dans le langage de la société, dans les médias, vous allez avoir des choses qu'on va appeler événements. Et dans ces événements, il va y avoir des choses qui seront très certainement catastrophiques sur le plan sanitaire. On va voir ça tout à l'heure. Mais par exemple, un attentat.
même si ça fait beaucoup de morts, ça va s'appeler un événement dans les médias. Ça ne va pas s'appeler une catastrophe. À l'inverse, vous avez des catastrophes, qu'elles soient naturelles ou non, donc ça va s'appeler une catastrophe, mais ça ne va pas forcément avoir des conséquences sanitaires extrêmement importantes. Si vous avez une coulée de boue dans une vallée alpine, eh bien ça va être jugé comme une catastrophe, et sûrement c'en est une, hein. Mais par contre, sur le plan sanitaire, il ne va pas forcément y avoir beaucoup de morts, il va falloir sortir les pelleteuses, voir comment est-ce qu'on rapatrie les gens, enfin, etc., etc. Mais il n'y aura pas forcément de conséquences sanitaires. Et donc, une des choses qu'il faut bien percevoir, c'est qu'il y a deux façons de regarder ça, une du côté sociétal et une du côté sanitaire, et donc avec des mots qui vont pouvoir être utilisés dans un côté ou de l'autre. Et donc c'est pour ça que dans le document national qui est maintenant en vigueur, eh bien on essaye de préciser ça, c'est-à-dire qu'on va dire il y a des événements pour lesquels il n'y a aucune conséquence sanitaire, on n'en parle pas, en tout cas de notre côté. Il y a des tensions sanitaires et il y a des situations sanitaires exceptionnelles, ce que nous on va appeler une catastrophe sanitaire, mais comme catastrophe est un mot qui est très péjoratif, en tout cas qui a des connotations négatives, eh bien dans les documents officiels, ça s'appelle des situations sanitaires exceptionnelles. Mais voilà la gradation. Et évidemment, voilà, vous pouvez avoir toutes les configurations, avec évidemment, si vous avez une catastrophe sanitaire, eh bien, y compris dans les médias, ça devient un événement majeur dont on va parler, et donc la catastrophe sanitaire peut devenir bien sûr un événement. Donc tout ça, c'est quelques rappels, et encore une fois, je suis désolé si ça vous paraît trop trivial, mais euh, euh, c'est maintenant, il y a un énorme travail qui a été fait par la Direction générale de la santé, et notamment le docteur Jean-Marc Philippe, qui a permis de codifier ça et de donner les éléments structurants à l'échelle du pays. Et donc c'est ça qu'on va avoir un peu maintenant dans les prochaines diapositives. Mais évidemment, avant de donner les éléments structurants, il faut juste définir un peu les choses dont on parle. Et les choses dont on parle maintenant, c'est les situations sanitaires exceptionnelles. Voilà. Et donc, et en particulier, alors vous verrez, je suis très, très heureux qu'il y ait une prise de parole complémentaire pour sortir un peu de l'hôpital. Moi, je vais parler beaucoup de l'hôpital, évidemment, mais le document que je viens de vous montrer intéresse également les EHPAD et les CPTS, et c'est vraiment tout le tissu sanitaire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont décrites pour l'hôpital. Et donc pour l'hôpital, ça s'appelle le PGTHSSE. Donc c'est un acronyme qui est imprononçable, mais c'est le plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles. Et donc là-dedans, il y a les tensions hospitalières et les catastrophes et les SSE, les catastrophes hospitalières. Donc vous voyez, voici les deux gradations, hein. Donc soit on a du fonctionnement courant et puis donc en fait tout va bien, on a des moyens qui sont adaptés à la demande et ça va. Tension hospitalière, ça c'est par exemple, on va faire face à une période un peu particulière. Par exemple, alors on va en reparler, mais euh, une grippe qui serait particulièrement forte soit dans sa région, soit dans l'année. Et donc on a l'habitude d'avoir une grippe saisonnière, mais là, le pic dépasse franchement les chiffres habituels. Et donc on se trouve démuni, c'est une tension. Il va falloir faire un plan de mobilisation interne. Par exemple, il va falloir faire revenir du personnel. Concrètement, ça veut dire payer des heures sup, hein, pour pouvoir faire face à cette tension-là. Donc voilà, un exemple tout à fait banal. Évidemment, l'échelon supérieur, c'est quand cette fois-ci, c'est pas simplement en payant des heures sup qu'on va pouvoir faire face. On a voilà, une dizaine, une quinzaine, une centaine de victimes qui arrivent à la porte de l'hôpital, en plus de l'activité régulière. Et bien là, il faut qu'on ait un plan très précis pour s'adapter rapidement. Donc le niveau 1, le temps de mobilisation interne,
vous voyez, c'est quelques exemples qui sont là. Alors là, c'est un commentaire particulier, mais moi je considère que les grippes saisonnières et la grippe saisonnière, par exemple, et la bronchiolite, ça ne devrait plus mettre en tension nos systèmes de santé et en tout cas l'hôpital, puisque chaque année, on sait qu'il va y avoir un pic et donc il faudrait qu'on puisse s'adapter pour que chaque année on sache que voilà, on va avoir besoin d'un peu plus de place aux urgences, d'un peu plus de place dans l'hôpital, d'un peu de mobilité pour pouvoir faire face. Or, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis au CHU Strasbourg, mais je sais que c'est comme ça dans l'énorme majorité des cas. Chaque année, on se retrouve avec le pic épidémique et on sait qu'en fait, on n'a pas les moyens pour faire face. Donc ça, pour moi, c'est pas tout à fait... Enfin, la tension hospitalière, ce serait quelque chose d'un peu inhabituel. L'autre point, hein, c'est que ça, c'est probablement un petit peu particulier dans l'Est de la France et à Strasbourg, c'est que nous, on ne s'est toujours pas remis de la période Covid. Donc, on est toujours en période post-Covid, ça fait maintenant 6 ans, hein. Et donc, d'une manière ou d'une autre, en tout cas dans certains services, mais les urgences chez nous, c'est le cas, sont en tension hospitalière permanente. C'est-à-dire que même pour le quotidien, eh bien, on est obligé de faire appel à du personnel supplémentaire qu'on paye en heures sup, qui craque au bout de 6 mois. Enfin, oui, c'est un peu ça. Mais donc, tout ça pour vous dire qu'évidemment, tous ces schémas-là et toutes ces dénominations-là, eh bien, nécessitent parfois qu'on revoie un petit peu en pratique ce que cela donne. Toujours est-il que, et là on sera tous d'accord, le niveau 2 de euh, de cette organisation, c'est le plan blanc, ce qu'on appelle le plan blanc de l'hôpital. Là, c'est quand il y a des attentats, une pandémie comme le Covid, un accident industriel majeur, ou bien, par exemple le réseau informatique qui est complètement bloqué ou plus d'électricité, et bien là, pour le coup, tout le monde s'accordera pour dire que les soins ordinaires deviennent très très compliqués. Et là, il va falloir réorganiser complètement l'hôpital. Donc il y a bon, on en reparlera et peut-être que vous aurez des questions là-dessus, mais par exemple, dans mon hôpital, moi, s'il y a un accident majeur ou un attentat, eh bien, évidemment, ce qu'on va immédiatement arrêter, c'est toutes nos activités de consultation et en anesthésie. Là, nous avons 5 à 6 médecins qui consultent tous les jours à temps plein. À partir du moment où il y a un attentat ou un afflux massif de victimes, eh bien, ces consultations, on va les arrêter instantanément et donc, moi, je sais que je dispose de 5 à 6 médecins anesthésistes réanimateurs seniors qui vont pouvoir, du coup, venir eh bien, euh, faire du déchocage en salle de réveil, armer des salles de bloc opératoire pour prendre en charge des victimes. Ça nécessite aussi, effectivement, de la déprogrammation. Concrètement, ça veut dire que eh bien, tous les programmes réglés chirurgicaux qui ne sont pas urgents dans la journée, parce que des, vous avez quelques interventions chirurgicales qui sont réglées mais qui sont quand même urgentes, et je pense notamment aux pathologies cancéreuses ou à ce genre de pathologies-là qu'on va quand même essayer de préserver, mais à l'inverse, il y a tout un tas d'interventions chirurgicales qui sont faites dans les établissements de santé qu'on peut parfaitement déprogrammer. Le patient est là, il a pris sa douche, de temps en temps il a même été endormi au bloc opératoire, mais on va le sortir du bloc opératoire, il va se réveiller en salle de réveil, mais on libère le bloc opératoire parce qu'on sait qu'on va avoir un afflux massif de victimes. Donc c'est ça les grandes lignes, si vous voulez, de la réorganisation. Donc maintenant, comment ça se passe, on va dire le plan national, la doctrine? Eh bien, donc ça c'est un schéma qui est assez complexe, mais on va essayer d'y aller pas à pas. Il y a, premièrement, quand il y a une catastrophe ou n'importe quel événement, les premiers à être mis en charge, c'est la sécurité civile. Et donc, c'est vraisemblablement, en tout cas, les pompiers seront en première ligne.
même s'il n'y a pas que eux, mais c'est les pompiers qui vont, et la sécurité civile qui vont aller sur les lieux de la catastrophe, de l'accident, et pour pouvoir regarder ce qui se passe, intervenir et organiser la prise en charge des victimes. Et donc ça, c'est organisé dans notre pays. Alors les flèches sont pas tout à fait dans le bon sens. Il faut partir du bas. Mais il y a ici un attentat, enfin une catastrophe. Si ça touche une commune, eh ben, vous voyez que c'est le maire qui va être en première position et qui va devoir gérer ça avec les moyens dont il dispose. Dès que ça dépasse la mairie et que ça devient départemental, eh bien, c'est le préfet qui va être aux commandes et qui va pouvoir mobiliser l'ensemble des moyens du département. Alors, ce sont des zones de défense, hein, donc c'est pas tout à fait les grandes régions, même si ça se superpose quand même à peu près. Si ça dépasse les capacités de réponse du département, eh bien, c'est le préfet zonal. On va dire que voilà, c'est les grandes régions, hein, on peut retenir ça. Qui vont du coup piloter ça. Et donc, on va pouvoir mobiliser des moyens de l'ensemble de la grande région. Et quand ça dépasse la grande région, eh bien, effectivement, cette fois-ci, c'est au niveau national. Alors, à chaque fois, vous avez des acronymes sympathiques qui sont associés à ça, et notamment, vous avez le COGIC, hein, voilà, qui est l'organisme interministériel qui permet de gérer une catastrophe au niveau national. Le COGIC est régulièrement sollicité. Alors, bien sûr, ça a été le cas pour le Covid, mais s'il y a une catastrophe à Mayotte qui dépasse donc les capacités de Mayotte et de l'océan Indien à faire face, eh bien c'est le COGIC qui va bien sûr qui va aider. Et puis derrière ça, il y a encore un dispositif européen qui permet de mobiliser les ressources européennes. Ok, donc je vais vous montrer par la suite le plan Orsec, donc qui est l'organisation de la réponse de la sécurité civile, en vous donnant un exemple sur la façon dont on organise l'évacuation des blessés. Le deuxième point, c'est l'aide médicale urgente, donc c'est le SAMU et les SMUR, qui vont faire le lien entre l'organisation de la réponse sécurité civile et puis le monde sanitaire, en particulier les hôpitaux aussi, il y a un afflux massif de victimes qui nécessite une prise en charge chirurgicale, en particulier si eh bien, c'est une pandémie qui va nécessiter des prises en charge en réanimation, comme c'était le cas pour le Covid, mais c'est vraiment le SAMU qui fait l'articulation entre les deux. Et donc voici l'organisation. Euh, donc vous avez ici, boum, donc voilà, c'est pas très original, hein, mais c'est un accident ou un attentat. Une petite noria, c'est-à-dire qu'il va falloir dégager les victimes de l'endroit où il y a eu l'accident ou l'attentat, les rapprocher d'un centre, d'un poste médical avancé, donc un PMA, dans lequel il va y avoir un tri qui va permettre de différencier les UR qui sont les urgences relatives. Une urgence relative, c'est quelque chose qu'il va falloir traiter, mais c'est typiquement voilà, une fracture de l'avant-bras sans signe de souffrance distale, c'est une entorse de cheville, ça peut être une plaie mais sans critère de gravité. Donc tout ça, ce sont des UR, il va falloir les prendre en charge à un moment donné, mais c'est pas l'urgence de la minute. Et on les différencie des UA, les urgences absolues, et la définition qui est encore, hein, tout est discutable, mais une UA, on considère que c'est l'intervention chirurgicale doit être faite dans les 6 heures. Et donc, dans les UA, on va encore distinguer les urgences immédiates qui doivent être voilà, qui doivent être transportées immédiatement, tout de suite, et puis les UA qui vont nécessiter une prise en charge dans les 6 heures. Si vous avez une fracture ouverte avec, voilà, vous avez mis un garrot, ça saigne, mais vous savez qu'il va falloir libérer le garrot, ben, ça devient une UA. Et donc, il va falloir la prendre en charge dans une structure adaptée.
Bon, bien sûr, il y a les décédés qui sont mis encore ailleurs, qui ne rentrent pas dans les PMA. Et le SAMU et les SMUR vont organiser la Grande Noria qui va permettre de répartir les victimes en fonction de la typologie de leurs blessures dans les structures des établissements de santé qui sont avoisinantes. Et évidemment, on va considérer que les UA vont aller plus sur les structures qui ont des gros plateaux techniques avec de la chirurgie, de la radiologie interventionnelle et de la réanimation. Et les UR vont plutôt être dispatchés sur des structures qui ont un plateau technique peut-être moins riche. Mais donc tout ça, c'est très codifié, c'est écrit. Vous voyez que vous avez le directeur de secours incendie, donc ça c'est le pompier, et le directeur du secours médical, donc ça c'est le médecin responsable du SAMU sur place, qui vont se mettre sous la responsabilité du commandant des opérations, du COS, donc eux ils sont vraiment au contact de l'accident et au niveau du PMA, et eux-mêmes sont sous l'autorité du directeur des opérations, qui est en général le préfet quand ça se passe au niveau de la préfecture, sinon c'est le maire. Mais vous voyez, tout ça c'est écrit, c'est codifié. Alors il y a quelques acronymes qui ne sont pas inutiles à connaître quand on travaille dans ce secteur. Donc là, encore une fois, voici la grande classification le triage des victimes se fait selon ce principe. C'est pas du tri qui est fin, hein, c'est vraiment urgence absolue, urgence relative. Les éclopés, donc ça c'est typiquement c'est l'entorse de cheville dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas directement été touché, mais qui en fuyant ou en s'éloignant de l'endroit où il y a eu la catastrophe est tombé, s'est fait euh, une entorse de la cheville, s'est écorché le genou. Bon, bah, il faut qu'on ait un moyen de les prendre en charge, mais bien sûr, ça n'est ni une UR ni une UA. Euh, et donc, on arrive maintenant au dispositif Orsan, donc, qui a été, encore une fois, maintenant très bien codifié à l'échelle nationale. Et donc, ce dispositif Orsan comprend 5 plans. Euh, donc, il y a le plan Orsan à ma vie. Donc, Orsan, c'est pour l'organisation de la réponse sanitaire. À ma vie, c'est pour afflux massif de victimes. Et donc, c'est de ce dont je parle un peu depuis le début, mais vous verrez qu'il n'y a pas que ça. Donc, effectivement, comment est-ce qu'on s'organise, et en particulier à l'hôpital, quand il y a un afflux massif de victimes? OK, ça, c'est Orsan à ma vie. Et alors, Orsan médico-psy, maintenant, pour quasiment toutes les catastrophes et tous les événements, en fait, la CUMP, la cellule des urgences médico-psychologiques, va être activée parce que, outre les blessures physiques, eh bien, le fait d'être témoin d'une catastrophe ou d'avoir été impliqué dans une catastrophe va faire que les gens vont avoir énormément de difficultés eh bien, à métaboliser ça. Et donc, c'est très bien qu'il soit aidé, c'est très bien qu'il soit aidé le plus tôt possible. Juste pour vous dire l'attentat de 2018 de Strasbourg, euh, qui a fait des victimes, hein, donc des décès et des blessés, à un nombre qui est, alors j'utilise énormément de précautions quand je dis ça, mais qui est en tout cas beaucoup moins important que ce qu'on a pu connaître pour les attentats de Strasbourg, hein, donc le volume de Paris, pardon, le volume n'est pas du tout le même. Par contre, il y a eu la CUMP de Strasbourg a pris en charge 500 personnes. Il y a eu une dizaine de blessés, quelques morts, mais la CUMP a pris en charge 500 personnes sur le plan psychologique parce que des attentats au centre-ville d'une ville comme Strasbourg pendant la période de Noël, eh bien, voilà, ça a mobilisé énormément de craintes, d'angoisse et qui a nécessité un support psychologique important. Donc ça, c'est le deuxième dispositif. Le troisième dispositif, c'est Orsan Epiclim. Donc c'est soit des risques climatiques, canicules, inondations, enfin tout ce que vous voulez. Alors épidémie,
Vous allez voir que c'est un peu, les choses sont un peu partagées avec le plan Orsan-REB, mais épidémie, c'est la façon dont on va mettre en place, par exemple, une campagne de vaccination à l'échelle d'une région ou d'un pays. Et c'est typiquement ce qu'on a fait pendant le Covid. Donc là, c'est pareil, c'est des dispositifs qui sont là-dedans. Orsan-NRC, donc ça, c'est pour prendre en charge le risque spécifique du risque nucléaire, radiologique et chimique avec, là encore, alors c'est souvent stocké au niveau des SAMU, mais donc il y a toute une répartition sur le plan national pour pouvoir mettre en place rapidement des éléments de décontamination, soit chimiques, soit radiologiques. Évidemment, s'il y a une catastrophe de ce type-là, la première chose qu'il ne faut pas faire, c'est faire rentrer des patients qui seraient contaminés sur le plan avec des radioactifs à l'intérieur d'un hôpital. Donc il faut qu'il y ait tout un dispositif de décontamination. Mais là encore, il y a un plan, ça veut dire qu'il y a des moyens, des ressources qui sont répartis sur le territoire et qui peuvent être mobilisés au cas où. Et le dernier plan qui est décrit, c'est le plan Orsan-REB. Donc ça, c'est pour le risque épidémique biologique, avec une particularité intéressante, c'est qu'il y a toute une activité de veille épidémiologique pour regarder quels sont alors soit les risques émergents, et on a vu on a suivi la course de ce bateau à travers le monde parce que voilà, il y a un nouveau virus qui apparaît. Eh bien, comment est-ce qu'il se transmet? Est-ce qu'on a des moyens de protection? Est-ce qu'il y a une vaccination possible? Eh bien, ça, c'est vraiment la veille de ce qui est au niveau national et dans des centres experts répartis en France qui vont organiser ça. Parallèlement, il y a aussi tout un dispositif, parce qu'il n'y a pas que de la veille, il y a aussi des choses qui sont bien éditées, bien codifiées. S'il y a une épidémie, s'il y a des gens qui arrivent sur le territoire français avec un virus Ebola, comment est-ce que c'est géré? Là encore, il y a un plan qui est prévu. Donc ce ne sont pas tous les hôpitaux qui sont habilités à prendre en charge des patients avec un virus Ebola. Dans le Grand Est, c'est Nancy. Donc, s'il y a un patient qui arrive aux urgences de Strasbourg, eh bien évidemment, on va s'en occuper aux urgences de Strasbourg, mais on va mettre en place le dispositif REB Ebola et il va être transporté dans des conditions très strictes vers le CHU de Nancy, qui a un service dédié avec du personnel dédié pour pouvoir faire face à ce genre de situation. À côté de ces 5 dispositifs, de ces 5 plans Orsan, dispositifs Orsan, sont aussi définis ce qu'on appelle des dispositions spécifiques transversales qu'on va pouvoir mobiliser ou non en fonction des plans ou de la situation catastrophique à laquelle on fait face. Par exemple, on considère qu'à chaque fois qu'on va faire face à une situation sanitaire exceptionnelle, une catastrophe, eh bien, il faut qu'on ait un plan de mobilisation des ressources humaines. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour rappeler le personnel? Et ça, c'est où qu'on soit. Alors évidemment, si vous êtes un cabinet médical avec 2 médecins, vous vous appelez, c'est assez simple. Vous imaginez bien que sur un CHU, CHU Strasbourg, c'est 12 000 employés. Comment est-ce qu'on fait? Et comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce qu'on fait revenir tout le monde dès la première heure, ou est-ce qu'on gère ça pour être sûr d'avoir des gens qui vont pouvoir nous relayer dans les 8 heures qui suivent, parce que la crise, on sait qu'elle va durer dans les 8 heures. Donc tout ça, eh bien, il faut que ce soit discuté et qu'on ait un plan de mobilisation. La montée en puissance de l'offre de soins critiques. Alors, ça dépend bien sûr de la nature de la catastrophe, mais si effectivement, comme pour le Covid, ou comme ça pourrait être le cas s'il y a un attentat, on sait qu'on va devoir avoir besoin de beaucoup de lits de réanimation. Donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prévoit les choses, ou est-ce qu'on fera comme on a fait pour le Covid, c'est-à-dire on s'organise en improvisant, entre guillemets, au jour le jour pour trouver et créer des lits de soins critiques. On pourrait espérer qu'on a gardé un peu la mémoire de ce qu'on a fait pendant le Covid, et que s'il y avait un autre Covid ou un autre virus qui apparaissait, eh bien, on pourrait transformer plus facilement des structures en réanimation. Malheureusement, je dois dire que ce n'est que partiellement le cas, et je pense que d'année en année, ce sera de moins en moins le cas. Mais c'est pas grave, tant mieux s'il n'y a pas d'épidémie
tout de suite à notre porte. L'organisation des évacuations sanitaires, là encore, c'est important. Pendant la crise Covid, alors ça dépendait un peu des régions, mais la région Grand Est, globalement, a été une région où il a fallu évacuer des gens vers le reste de la France. Dans les autres pays, on a évacué, nous, en Allemagne, en Belgique, en Suisse et dans toute la France, des patients parce que nous n'avions plus assez de capacité de réanimation. Là encore, on a fait des évacuations en ambulance, des évacuations en hélicoptère, en avion. On a fait des évacuations en train et notamment le train charbon. Et donc tout ça, c'est des choses qui peuvent quand même se réfléchir et s'organiser en amont pour que le moment où on en a besoin, eh bien, ce soit beaucoup plus facile à mobiliser. L'organisation d'une vaccination exceptionnelle, donc bah, voilà, comment est-ce qu'on fait, quels sont est-ce que le vaccin a besoin d'un frigo particulier, comment est-ce qu'on organise ça, eh bien tout ça, ce sont des dispositions spécifiques transversales, mais qui peuvent être utiles pour en tout cas pour un certain nombre de situations. Le dépistage massif d'un agent infectieux, ben, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a les réactifs? Est-ce qu'on a les laboratoires ressources, etc., etc. L'évacuation des établissements sanitaires. Alors, euh, c'est un dispositif qui est un petit peu particulier parce que c'est pas simplement c'est pas l'évacuation, par exemple, des patients de réanimation vers d'autres services de réanimation ou vers d'autres services de soins. Là, c'est la réflexion sur, en fait, mon établissement. Il faut que j'évacue tout mon établissement. Donc, comment je fais pour évacuer euh, ma, mon EHPAD? Il y a un incendie, il y a quelque chose. Comment je fais pour évacuer mon EHPAD dans les meilleures dispositions possibles? Qui je contacte? Vers où je l'envoie? Est-ce qu'il faut que je reste dans la région? Est-ce qu'il faut que je les envoie ailleurs? Eh bien, ça se raisonne et ça s'anticipe. Par le biais de cette disposition. La coordination, la sécurisation des établissements sanitaires, ça je vais y passer rapidement, mais c'est un point qui est essentiel et qui est malheureusement euh, trop peu pris en compte actuellement. Et on peut dire la même chose du renforcement de la cybersécurisation des établissements en santé. Je vous en parlerai plus tard, mais c'est probablement un des risques majeurs actuellement. C'est sûrement celui-là. C'est les attaques cyber. On en a plusieurs eu, on en a régulièrement sur le territoire français et qui vous mettent complètement à plat n'importe quel établissement. Euh, donc, c'est un risque qui est majeur et qui nécessite une attention particulière. Donc, toujours dans ce dispositif qui a été édité en 2024, on établit donc ces grands dispositifs, ces dispositifs transversaux, et chaque établissement de santé doit pouvoir s'identifier comme étant un établissement de première ligne. Donc, et ça fait bien sûr, les CHU sont vraisemblablement tous des établissements de première ligne, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir bah, les blessés les plus graves ou ils vont être mis à contribution quasiment à chaque fois qu'il y a une catastrophe, c'est bien naturel. Les établissements de deuxième ligne, et donc ça peut être un hôpital, une clinique ou un hôpital qui a peut-être un plateau technique un peu moins important, et puis les établissements de troisième ligne. Donc là, eh bien, c'est effectivement des établissements qui ont un plateau technique qui est très très limité, voire pas du tout de chirurgie, mais néanmoins, même dans ces établissements-là, il faut que les gens, les soignants, les médecins de ces établissements-là sachent quoi faire, ne serait-ce que bah, prendre en charge une victime, faire un pansement, participer au bilan pour dire bon bah ça c'est tunnulaire, mais on va pouvoir l'envoyer vers tel autre établissement, enfin se mettre en relation avec le SAMU pour la prise en charge de la victime et l'évacuation. Mais chaque établissement doit pouvoir se positionner sur une de ces lignes. Et donc, par exemple, dans le dispositif Orsan à ma vie, eh bien, vous voyez, vous avez première ligne, deuxième ligne, troisième ligne qui sont définies, mais vous pouvez avoir exactement le même raisonnement pour un plan Orsan REB ou pour un plan Orsan NRC. Euh, il faut qu'on puisse, quand on est dans un établissement, savoir en fait à quel niveau on va se placer et ce qu'on peut faire pour prendre en charge les patients.
Donc, dans le cas du dispositif à ma vie, là, je vous le présente rapidement, mais globalement, un établissement de santé, et là encore, tous les établissements de santé, quelle que soit leur taille, doivent avoir défini leur plan blanc. Donc les cliniques privées, les CHG, les CHU, tout le monde doit avoir un plan blanc. Et celui qui déclenche le plan blanc, c'est le directeur administratif de l'hôpital. C'est le directeur général de l'hôpital qui déclenche le plan blanc. Alors soit il le fait de lui-même, soit il le fait après la sollicitation du préfet ou du directeur de l'ARS. Mais globalement, c'est le DG qui prend la responsabilité de déclencher le plan blanc. À partir du moment où le plan blanc est déclenché, eh bien nous, effectivement, c'est là qu'on va se mettre, on va réorganiser complètement les soins pour pouvoir se mettre en capacité de recevoir un afflux massif de victimes et pour pouvoir prendre en charge un maximum d'urgences absolues, déchocage, bloc opératoire, réanimation. C'est vraiment ça le triptyque. Alors, je vais passer très rapidement sur les principes, hein, mais les principes d'organisation interne de l'hôpital pour s'adapter à cet afflux massif de victimes. Euh, donc, on a besoin, parce que voilà, lors des attentats de Strasbourg et puis lors des exercices de simulation que nous faisons, on sait qu'on a besoin d'à peu près 1 heure pour 1 à 2 heures, mais en 1 heure, on peut déjà prendre en charge, on sait s'organiser en 1 heure pour prendre en charge, on va dire, les cinq victimes qui ont une urgence absolue. On va déchoquer, bloc opératoire, réanimation. À chaque fois, voilà, en 1 heure, on sait faire ça. Et en 120 minutes, en général, on arrive à notre capacitaire euh, de 10 victimes qui pourraient arriver en même temps au déchocage et en réanimation. Donc ça, c'est, voilà, on a besoin d'un peu de temps, mais finalement, pas de temps, pas autant que ça. Le deuxième principe, c'est la marche en avant. Ça veut dire qu'à l'intérieur de l'hôpital, il faut éviter que faire en sorte que les victimes vont passer dans un sens puis dans l'autre, entre, par exemple, le déchocage, le scanner, le bloc opératoire. On ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui passent dans le même couloir dans un sens et puis dans l'autre. Donc il faut qu'on ait une vraie réflexion sur le parcours. Porte d'entrée unique, ça veut dire concrètement qu'on doit fermer des portes de l'hôpital pour que tout le monde passe, pour qu'on soit sûr que tout le monde passe par la même porte qui est en général la porte des urgences, mais c'est vite dit, mais c'est pas si facile à organiser. Le triage, je vous en ai déjà parlé. Le damage control, je ne vais pas insister dessus, si ce n'est de dire que le damage control, globalement, c'est la doctrine qui nous est donnée par le service de santé des armées. C'est que pour qu'on sauve un maximum de personnes, il faut que les victimes dont des plaies globalement qui saignent ou des plaies délabrantes ou des plaies avec une atteinte du tube digestif arrivent le plus rapidement possible au bloc opératoire. Tout doit être fait pour les amener le plus rapidement possible au bloc opératoire. Il n'y a pas de je vais le stabiliser dans le PMA, je vais prendre mon temps, je vais mettre un drain, je vais mettre. Non. La doctrine, c'est on court le plus rapidement possible vers le bloc opératoire. Et une fois qu'on a arrêté ce qui saigne, et ben là, on peut reprendre un peu nos esprits. Bon, je vais passer rapidement sur le reste. Pour les gens que ça intéresse, donc là encore, c'est un fascicule qui fait encore autorité et qui a été écrit en 2018 pour comment on peut s'adapter ou quelles sont les techniques de réanimation chirurgicale pour faire face à des plaies par arme de guerre. Alors, heureusement, dans notre pays, eh bien, en fait, on n'est pas habitué à prendre en charge ce type de blessure. Et donc, ce fascicule rappelle un certain nombre de choses que l'on peut faire, et sur le plan de la réanimation, et sur le plan de la chirurgie, pour faire face à ce type de blessure. Le point majeur, et s'il n'y avait que ce point-là, c'est ce point sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'en fait, dans l'hôpital, ce que les gens qui prennent en charge les victimes doivent savoir faire, c'est à un moment donné dire à la cellule centrale de crise, dans laquelle il y a le directeur général et puis le président de la CME de l'hôpital, de leur dire là, nous, on est dépassés. C'est-à-dire que on ne peut plus prendre en charge de victimes dans des conditions acceptables, en sachant
que les conditions acceptables sont déjà des conditions dégradées par rapport à la normale. Mais si on a des victimes qui continuent à arriver, on va les mettre dans les couloirs, on va les mettre sur des brancards et on ne pourra pas les prendre en charge. Donc il y a des gens qui vont mourir sur des brancards avec une hémorragie interne parce qu'il n'y a pas la place au bloc opératoire, au déchocage, etc. Et donc là, la cellule opérationnelle, elle est cruciale pour pouvoir transmettre ces informations-là. Parce que pour le coup, si on a la possibilité de le faire, eh bien, le directeur général informe le SAMU, le préfet, et donc c'est à ce moment-là qu'on va organiser, alors bien sûr, il faut l'anticiper, hein, mais organiser l'évacuation des victimes vers d'autres structures de santé. Et y compris, par exemple, il y a des structures de santé qui pourraient être à Paris avec un transport TGV. Eh bien, on est à Paris depuis Strasbourg en 1h40 ou des évacuations autres, mais en tout cas, c'est ça ce qu'il faut qu'on arrive à faire. La deuxième chose, c'est qu'à l'échelle d'un établissement de santé, il faut bien sûr accueillir les familles, et c'est un travail en soi, hein, parce qu'il va y avoir un afflux de victimes et il va y avoir aussi un afflux de familles qui vont bien sûr être extrêmement préoccupées et qui vont vouloir avoir des informations sur l'état de santé de leurs proches, ce qui est tout à fait normal, mais donc il faut l'organiser. Ils ne peuvent pas venir dans l'hôpital même parce qu'on est déjà très affairé avec les victimes. Et le deuxième point, et ça c'est vraiment le rôle de la cellule centrale de crise hospitalière, euh, d'informer, alors d'informer l'État, parce que l'État va demander extrêmement rapidement combien il y a de victimes, etc., 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 alors que des fois on est juste en train de s'en occuper, mais c'est comme ça. Donc il faut anticiper ça, et puis informer bien sûr les médias et la population. Et ça, c'est très clairement pas le rôle de des soignants qui sont en train de le faire, d'aller devant une caméra pour dire combien il y a de victimes, etc., etc. Donc il y a un vrai travail de coordination à faire à l'échelle d'un établissement de santé. Bon, ça, je vais passer rapidement, mais les quatre principes, je vous ai dit là. Les trois remarques, c'est que, évidemment, tous ces plans sont faits pour anticiper un maximum de choses, mais évidemment, par définition, s'il y a une catastrophe ou un événement exceptionnel, il faut s'attendre à ce qu'on ne soit pas préparé à ce type de catastrophe ou à ce type d'événement exceptionnel. Donc il faut savoir qu'il faut se mettre en disposition intellectuelle pour dire que oui, on risque d'être pris de court parce qu'on n'avait pas anticipé ce point-là. C'est tout à fait important. La deuxième chose, c'est qu'on sait qu'on va devoir travailler dans des conditions qui sont difficiles, voire très difficiles, qui ne sont pas nos conditions habituelles, même si on considère qu'on travaille tous les jours dans des conditions difficiles, c'est pas faux. Mais là, on va devoir quand même travailler dans des conditions très dégradées. Et le dernier point, c'est qu'il va falloir aussi accepter, et ça, moi, je passe pas mal de temps à le dire à nos équipes de soins, c'est qu'il faut accepter qu'on du fait de l'afflux massif de victimes et de la pression qu'on a, on va faire des prises en charge qui sont dégradées par rapport à nos standards actuels. C'est-à-dire qu'on va devoir aller plus vite. Voilà, c'est pas grave si on fait pas un bio-nettoyage entre deux patients de bloc opératoire. Là, je pense qu'il faut aller un petit peu plus vite que ça, etc. Mais donc ça, c'est des choses qu'il faut anticiper parce que eh bien, nous sommes avec un système sanitaire qui est encore extrêmement riche et avec un standard et donc une attente de la part des soignants d'un niveau de soins qui est extrêmement élevé. Alors, je regarde un petit peu le temps, mais je pense que je vais devoir accélérer. Tout ça, alors, peut-être que vous les connaissez, mais alors, il n'y a pas que l'hôpital et que les cliniques privées, mais il y a un guide d'aide à l'élaboration du plan bleu EHPAD. Donc, le plan bleu de l'EHPAD, c'est l'équivalent du plan blanc. Donc, c'est pareil, tous les EHPAD doivent avoir un plan bleu qui définit ben, comment est-ce qu'on fait quand il y a un afflux, voilà, en cas d'épidémie, en cas de risque climatique. Euh, alors ça, c'est un document qui a été écrit par les Hauts-de-France, donc c'est possible que ce soit notre collègue qui va nous en parler tout à l'heure, mais je vais bien sûr lui laisser la possibilité de le faire. Mais donc il y a des guides pour l'élaboration du plan de préparation aux situations sanitaires exceptionnelles pour les CPTS. Bon, ça, je vais passer rapidement. C'est un exemple d'une CPTS à Strasbourg. Mais en fait, ce qu'ils ont commencé par faire, c'est par lister
les entreprises qui sont autour de leur cabinet pour voir s'il y avait un risque particulier. Et ensuite, ils l'ont gradé, vous voyez, en disant est-ce qu'on a un risque lié au mouvement de terrain, d'installation industrielle classée, etc., etc. Et donc ça, c'est un travail, effectivement, qui paraît très intéressant de faire quand quand on a les moyens de réfléchir et de poser des questions tranquillement. Je vais passer ça aussi relativement rapidement, mais c'est pour vous dire que en plus des 5 plans que je vous ai parlé, dont je vous ai parlé, des 5 plans Orsan, il y a un plan qui est crucial, en tout cas pour les établissements de santé, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est crucial tout le temps, c'est notamment le plan de sécurisation de l'hôpital. Parce que dans tous les plans d'attentats qui ont pu être édités et qui ont été vus par euh, par la DGSE, donc quand c'était l'État islamique mais dans dans les grandes lignes, c'est super. Enfin, leur idée, c'était de dire on fait un attentat au centre-ville et puis on fait un deuxième attentat, mais on attend pas très loin, mais on attend qu'il y ait déjà des ambulances ou des choses comme ça qui se soient regroupées pour faire un attentat. Et donc, non seulement il y a des victimes, mais on touche justement le système sanitaire. Alors, soit l'évacuation, ou alors, sinon, on fait un attentat dans les hôpitaux. Parce qu'évidemment, là, enfin, voilà, c'est une catastrophe dans la catastrophe. Or, tous nos hôpitaux, non, enfin, on va dire ça inversement, en France, aucun établissement de santé n'a été construit et conçu pour faire face à une menace sécuritaire. C'est l'inverse. En général, on dit que l'hôpital, il faut qu'il soit ouvert, il faut qu'il soit... Et donc, le plan de sécurisation d'un hôpital, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Euh, Nous, on est toujours pas complètement sûr que qu'on puisse faire ce qu'on a imaginé en pratique réelle sur le CHU Strasbourg. Le plan blanc numérique, donc ça, je vous en ai parlé, mais c'est pareil, hein, et c'est quelque chose qu'on doit partager entre tous soignants. Le risque d'attaque cyber ou le risque de panne informatique, il est majeur. Et je pense que c'est pareil pour tous les soignants, mais un hôpital actuellement, tous nos dossiers sont informatisés. Les radios, tout est informatisé. La biologie, tout est informatisé. On communique beaucoup entre nous, mais avec des DECT qui sont des téléphones internes. S'il y a une panne informatique, nos téléphones internes ne fonctionnent plus. Autrement dit, avec une panne informatique majeure, plus rien ne fonctionne à l'hôpital. Et donc, c'est bien de se poser quelques questions et d'anticiper. Donc, pour ceux que ça intéresse, enfin voilà, il y a des documents récents qui ont été édités. Alors, il ne faut pas être trop anxieux pour lire ça, hein, mais voilà, le panorama de la cybermenace, secteur de la santé, état de la menace informatique. Et comme vous le voyez, les établissements de santé sont la première cible des attaques cyber dans le domaine de la santé, parce qu'on sait que c'est un maillon faible. Et ok, je vais passer très rapidement ces diapositives. Et tout ça pour vous dire que en tout cas à l'échelle d'un établissement de santé. Donc il faut qu'on ait les dispositifs Orsan, mais c'est indispensable qu'on ait aussi une idée et que, en tout cas, ces dispositifs Orsan soient en lien avec le plan de sécurité, de sécurisation de l'hôpital, le plan de sécurité informatique, et qu'on ait une idée sur le plan de continuité d'activité. C'est-à-dire quand on est en situation de crise, comment je fais pour une crise qui va durer un petit peu, comment je fais pour continuer à prendre en charge les malades qui ne vont pas s'arrêter d'être malades parce qu'il y a une crise à côté. Et donc, bien, ça, voilà. Tout ça, ce sont des réflexions qui doivent interagir et s'imbriquer les unes dans les autres. Voilà, j'ai terminé. Je rappelle simplement que nous avons mis en place l'année dernière un diplôme universitaire, alors qui maintenant s'appelle le diplôme universitaire de médecine hospitalière de catastrophe. Donc on a un petit peu changé l'ordre des mots, mais le fondement est le même. Alors c'est vrai que c'est très versé sur
la médecine des établissements de santé. Mais on a beaucoup aussi de participants qui ne sont pas des établissements de santé, notamment le docteur Becbagan, que je remercie encore beaucoup, mais voilà, qui participe à CDU et avec en tout cas beaucoup de satisfaction en ce qui me concerne. Et donc c'est un DU qui est ouvert et qui va redémarrer à partir de novembre 2026. Voilà, écoutez, et donc si vous avez des demandes de renseignements, eh bien, je vous propose de contacter ma secrétaire Jennifer Zimmerman, dont vous avez l'adresse mail qui est là, en bas de la diapositive. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis ben, je rends la parole et je serai heureux de répondre aux questions. Merci beaucoup, professeur Collange, pour cette présentation éclairante. Je vous remercie également de nous mettre à disposition votre présentation que j'enverrai par mail aux participants. Ils auront donc tous les documents qui sont téléchargeables et l'adresse mail de Jennifer. Sans plus tarder, mon cher Romain, à toi de nous faire part de ton témoignage du versant ambulatoire de la médecine de ville avant qu'on réponde aux questions. À toi, mon cher Romain. Et Merci merci pour ta beaucoup. présence. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer d'être bref pour laisser la place au débat juste après. Très rapidement, donc moi, je suis le docteur Maïchak, je suis médecin généraliste dans les Hauts-de-France, à Lens exactement, en centre de santé. Et j'ai un cursus un petit peu mixte, puisque je suis urgentiste de formation avec une capacité de médecine de catastrophe, où j'ai travaillé pendant plusieurs années au sein du pôle de l'urgence du CHU de Lille, principalement activité SAMU-SMUR et SAU. Et j'ai malheureusement eu à vivre de l'intérieur à la fois les attentats de Paris et les attentats de Bruxelles, où je suis allé sur le chantier. Voilà, alors pour faire la petite transition avec ce qui vient d'être dit par le professeur Collange, il y a quand même un certain nombre de mots clés qui sont communs, puisque finalement on a parlé de réorganisation et d'adaptation, et j'aurais absolument pas fait mieux que ça pour introduire mon propos. J'y ajouterai effectivement l'anticipation et surtout, d'expérience, vous dire d'emblée, on ne fera pas ce qu'on ne sait pas faire. D'accord? Et ça m'apparaît capital parce que la SSE, c'est quelque chose qui fait peur à tout le monde et c'est à peu près normal, je pense. Par contre, il faut pouvoir anticiper un petit peu les choses pour bien y répondre. Et finalement, cette mise en place d'une doctrine de situation sanitaire exceptionnelle en ville, c'est un petit peu basé sur le vécu du Covid. Et donc, pour répondre à Monsieur Gibelli qui met sur le chat, est-ce qu'il y a eu un rétexte de l'épidémie Covid? Il y en a eu tout plein, dont celui que je vais faire maintenant, où on s'est dit, bah, finalement, la ville, heureusement qu'elle était là pendant le Covid, pour diminuer un petit peu la pression hospitalière, parce que sinon, ça aurait explosé. Et je pense qu'on l'a bien vécu. Et vous, j'ai envie de dire les premiers, je repense à mes confrères de Thionville qui ont vu arriver le Covid bien avant tout le monde, où ça a été un bazar pas possible. Et finalement, l'un des rétextes, ça a été de se dire, à l'échelle nationale, euh, les endroits où les gens étaient un petit peu plus organisés, parce que c'était le début des CPTS, il n'y en avait pas encore partout, ça a peut-être mieux marché qu'à d'autres endroits où il n'y en avait pas et où les gens ne se parlaient pas. Et donc finalement, c'est pour ça que depuis 2022, dans le cadre de l'avenant numéro 2 de l'ACI des CPTS, c'est devenu une mission socle de ces CPTS pour faire en sorte de préparer la prochaine crise. Parce que effectivement, ça a été dit, redit, il y en aura une. Laquelle, je sais pas de quel type elle sera, mais c'est sûr qu'on en aura une à gérer tous ensemble. Et donc finalement, l'idée, encore une fois, qui a guidé tout ça, ça a été de se dire, faisons en sorte de faciliter, ou en tout cas d'accélérer la mise en place de la réponse de la santé, du système de santé, à ce qui se passe, à l'événement. Et donc finalement, la différence qu'on a avec un établissement de santé, ça a été dit, c'est plutôt très codifié. L'hôpital, c'est toujours à peu près le même, même s'il y a des travaux une fois de temps en temps, les organisations sont toujours à peu près les mêmes, avec plus ou moins de médecins, plus ou moins d'infirmiers, mais
c'est assez facile de pouvoir appeler parce que finalement, on travaille tous ensemble sur une unité de lieu, même si on est dans un GHT avec 2 ou 3 hôpitaux, bah, finalement, il n'y a que 2 ou 3 endroits à gérer. Là, à l'échelle d'une CPTS, c'est un peu plus le souk parce que finalement, chacun bosse dans son coin de manière la meilleure du monde, sauf que en fait, on ne sait pas très bien qui fait quoi, à quel endroit, et c'est ça qui est compliqué. Et donc finalement, la première mission de la CPTS, euh, en plus de faire la liste des Céveso, des ERP, j'y reviendrai après, ça va être de faire un annuariat. Parce que finalement, d'essayer d'avoir l'idée, à peu près, la photographie de c'est quoi les forces vives que j'ai en présence sur mon territoire pour pouvoir me permettre de répondre en fonction de la crise. Et finalement, euh, quelles ressources je vais pouvoir mobiliser en fonction de la crise. C'est-à-dire que si on a une demande un jour de la cellule d'urgence médico-psy de dire on a 500 impliqués, comme ça a été dit, qui ont vu des gens souffrir très très fort, se vider de leur sang, il va nous falloir peut-être un petit peu de psychologue, peut-être un petit peu de psychiatre, peut-être un peu de généraliste pour gérer la somatisation de la chose. Eh ben, j'ai plus qu'un bouton sur lequel appuyer pour pouvoir faire ça. Donc, c'est un très gros travail administratif qui va falloir mettre en place. La plupart du temps, c'est le coordinateur de la CPTS qui va devoir travailler tout ça. Et puis, en plus de ça, pour corser le truc, les CPAM, les ARS, elles ont plein de listes, mais elles vous diront toujours qu'elles ne pourront pas vous la donner. Bah ouais, c'est comme ça. Et il va falloir chercher au sein du RPPS, au sein des annuaires, des pages blanches, des pages jaunes. Et petit à petit, c'est comme ça qu'on va avoir un annuaire à peu près exhaustif des forces en présence. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est effectivement de lister un petit peu tout ce qui pourrait causer problème sur votre territoire. Alors, j'ai vu les Céveso, les industries qui sont potentiellement à risque d'exploser, type AZF. On va avoir d'autres choses, les établissements qui reçoivent du public. Vous avez le stade de Strasbourg, par exemple. Si un jour, il y a quelqu'un qui décide d'aller se faire exploser là-dedans, il faut pouvoir le tracer pour se dire où est-ce que c'est et c'est quoi les forces à côté qu'il peut y avoir si un jour on me demande de venir travailler. Euh, Il n'y a pas que ça, il y a aussi le climat, où sont les cours d'eau qui potentiellement peuvent déborder. Et puis enfin, quels sont les gros nœuds autoroutiers sur lesquels il pourrait y avoir d'importants accidents de la voie publique. Ça, pour moi, c'est vraiment le truc le plus important pour essayer de faire en sorte de se faciliter un petit peu la tâche pour anticiper encore une fois. Ça, c'est la première mission, très administrative, du repérage. La deuxième chose, ça va être de faire un petit peu un appel à candidature à l'échelle des CPTS pour proposer aux soignants de la ville, est-ce que ça vous dirait d'intégrer le groupe situation sanitaire exceptionnelle si demain on a une crise? Parce que au même titre que l'hôpital va déclencher une cellule de crise, au même titre que la préfecture va mettre en place son centre opérationnel, eh ben, nous, on va devoir aussi, à minima en tout cas, mettre en place une petite cellule de crise pour dire qui fait quoi, quelle que soit la profession. C'est pas parce que tu es médecin que tu seras le patron de la cellule de crise. Ça peut être un infirmier, ça peut être que sais-je, un psychologue, on s'en fout. L'idée, c'est encore une fois d'avoir quelqu'un qui sait faire et qui va savoir oser à un moment prendre un peu plus de responsabilité que les autres pour se mettre en file indienne derrière la réponse à l'urgence et à la situation sanitaire exceptionnelle qui viendra toujours du haut, à savoir la préfecture. Toujours. Chez nous, le patron, c'est la préfecture, alors peut-être avec son bras armé qui est l'ARS, mais encore une fois, on se met en ordre de bataille, il n'y a qu'un chef et c'est là-haut que ça se passe. Et ça, encore une fois, il faut que ce soit écrit pour éviter que ça parte n'importe comment. Et le professeur Collange l'a bien dit. Je vais donner un exemple très précis, celui de la communication. Pendant le Covid, tout le monde a communiqué, On a vu plein de gens sur les plateaux dire plein de conneries. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est un peu ça. Quand on est des soignants, et qu'on a à charge de soigner, pas sur un plateau de télé, c'est hyper important de maîtriser tout ça parce que c'est quelque chose qui fait peur dans le collectif. Et à un moment, il faut qu'il y ait un fil conducteur de dire qui fait quoi. Est-ce que c'est la préfecture qui communique? Est-ce que c'est plutôt la cellule de crise de l'hôpital ou la cellule de crise de la CPTS? Peut-être demain, je ne sais pas. Mais en tout cas, que tout soit plutôt dans un silo qui marche, encore une fois, plutôt vers une marche en avant, parce que même cet exemple-là me paraît plutôt cohérent de parler comme ça.
Voilà, le chacun sa place, j'y reviens. Effectivement, c'est hyper important de se dire que si demain il y a une catastrophe, je vais reprendre un Amavi, nombreuses victimes dans un stade, par exemple, on vous demandera jamais d'aller sur le chantier pour aller trier ceux qui sont morts, ceux qui sont en train de mourir ou ceux qui sont UA, UR, que sais-je. Non, ça, c'est pas notre taf. C'est les blancs, c'est les rouges, ils y vont. Nous, on sera peut-être en arrière, à la demande soit de la préfecture, soit peut-être de la cellule de crise de l'hôpital qui est en train de gérer ça à son niveau, ou du SAMU, peut-être. Mais en tout cas, nous, on sera en arrière à savoir, à faire des choses que l'on sait faire, c'est-à-dire potentiellement des éclopés. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire quand on travaille en ville. Potentiellement gérer de la somatisation psycho dans le cadre d'un point de rassemblement des victimes plutôt psy, c'est possible, où il y a la CUM qui vient travailler. On pourrait nous demander pourquoi pas d'aller à l'accueil des familles de l'hôpital pour aller gérer les potentiels malaises qu'il peut y avoir, parce que je vous jure que c'est quelque chose qui se passe. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment très important. Euh, donc, pour moi, c'est vraiment ces points-là sur lesquels je voulais axer mon discours. La deuxième chose, c'est que on a beaucoup parlé là de crise aiguë. La SSE à l'hôpital, de manière générale, c'est plutôt très aigu. C'est-à-dire, il y a un attentat, il y a un gros accident, il peut y avoir besoin, je ne sais pas moi, pour raison X ou Y, de réanimation sur une canicule, quelque chose comme ça. Ce sera plutôt très aigu. Par contre, nous, ça peut être quelque chose de très chronique. Vous voyez, si je reprends l'exemple du Covid, par exemple, alors ça a été plus long qu'un attentat à gérer à l'hôpital parce qu'on a dû ouvrir les murs des réanimations, on a dû créer des réanimations dans des SSPO, des choses comme ça, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Par contre, nous, en ville, on a ouvert des centres de vaccination pendant 2 ans. Et ça a désorganisé finalement un petit peu notre activité. C'est-à-dire que moi, j'étais au cabinet normalement toute la journée. Ben, ça m'est arrivé pendant 2 ans d'être là que le matin pour aller vacciner ou gérer le centre de vaccination que je gérais à l'époque toute une après-midi ou jusque très tard le soir. Et donc ça, finalement, c'est peut-être ça un petit peu la différence entre l'hôpital et la ville. C'est le côté chronique où il va nous falloir encore une fois du monde pour gérer des choses sur un temps qui sera peut-être plus long. Et ça, vraiment, vraiment, c'est très, très important. Voilà ce que j'avais à vous dire. Euh, Au total, encore une fois, on ne fera pas ce qu'on ne sait pas faire, c'est important. Le petit message que j'ai à destiner des professionnels de santé de la ville qui sont avec nous ce midi, c'est de dire renseignez-vous auprès de vos CPTS pour savoir s'il y a des choses qui sont déjà organisées dans le cadre de cette mission situation sanitaire exceptionnelle, parce que c'est important. Je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à intégrer les exercices qui pourraient être proposés pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne, cette histoire de situation sanitaire exceptionnelle, du qui fait quoi. C'est très codifié quand on arrive sur une cata ou une mini cata, quand on est médecin SMUR, par exemple, le patron, c'est pas nous, c'est le COS, c'est un casque rouge, c'est un pompier, on le sait, il n'y a pas de problème, et on va se mettre en ordre de bataille avec lui. Puis si on est le directeur des secours médicaux, eh ben, on ira avec lui en cellule de crise pour aller dire, ah, tiens, finalement, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que je mets mes équipes, et ainsi de suite. Et enfin, il faut répondre au sondage des CPTS. Si elles vous envoient, est-ce que ça vous intéresse d'une part? Et puis, si ça vous intéresse, est-ce que vous avez du matériel? Est-ce que vous avez un stéthoscope, un saturomètre, un tensiomètre? Est-ce que vous avez un dosimètre? Est-ce que vous avez un détecteur de CO? Que sais-je? C'est plein d'exemples. Mais ça m'apparaît vraiment, vraiment très important. Et maintenant, j'ai vu qu'il y avait quelques CPTS, donc je vais parler du plan que j'ai écrit avec le service défense de l'ARS des Hauts-de-France. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le lien, si vous le voulez, sur le chat, comme ça au moins vous l'aurez. Euh, Encore une fois, il va falloir faire quelques petits éléments. J'ai parlé du préambule très administratif, l'annuariat, les risques, potentiellement le, le lien avec les hôpitaux, parce que je pense qu'il y a une vraie connerie aujourd'hui, c'est qu'on travaille tous en silo, c'est-à-dire que l'hôpital fait le plan blanc, l'EHPAD fait le plan bleu, la CPTS commence à devoir faire un petit peu son plan, mais finalement, il n'y a pas d'organisation. Charge à nous, à un moment,
d'aller dire bonjour les copains, voilà, moi je suis la CPTS d'à côté, vous êtes notre hôpital pivot, en plus de ça, vous avez tout ce qu'il faut pour gérer une cata parce que vous avez un PSM ou un truc comme ça. Ben, finalement, ce serait peut-être bien qu'on puisse faire les exercices ensemble. Et ça, c'est un premier lien, parce que peut-être que demain, s'il y a une cata, ben, quelqu'un de la CPTS pourra aller dans la cellule de crise de l'hôpital et inversement. Et ça permet encore une fois de fluidifier et de mettre de l'huile à des endroits où il n'y a pas le temps d'en mettre quand vraiment c'est le bordel. Je pense profondément que c'est important. Euh, il faut entretenir votre annuaria. Vous voyez, le mien que j'ai mis en place à l'échelle de ma CPTS, il date de 2022. Et ben, en fait, j'ai écrit dans mon guide que tous les 6 mois, il faut se retaper la liste pour être sûr de qui est parti, parce qu'il y a plein de départs, qui est parti à la retraite, qui est arrivé. Parce que si finalement on laisse ça en place, ben, enfin, un truc qui a 5 ans, ça marche plus. D'accord? Et donc ça, c'est important. Et puis le dernier lien que vraiment, vraiment, il est important de faire, c'est le lien avec les municipalités. Pourquoi? Parce que le jour où ça explose, c'est pas dans vos cabinets respectifs que vous allez accueillir les gens, c'est potentiellement dans une salle des fêtes qu'il va falloir mettre à disposition rapidement. Et puis souvent, c'est vers 23h minuit, hein, sinon c'est pas drôle. Et donc, il faut les numéros de téléphone qui vont bien, notamment des DGS, qui ont les clés de ces salles-là. Et ça, une fois que vous aurez fait ça, je pense que vous serez un peu plus près que le voisin d'à côté pour pouvoir y répondre, encore une fois, pour faire en sorte de gérer quelque chose que personne autour de cette table n'a envie de gérer demain. Mais c'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur d'en parler parce que c'est à force d'avoir ce discours-là que finalement, il y a un état d'impréparation aujourd'hui en France. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup, Romain, pour ton dynamisme contagieux. D'ailleurs, Michel Gibelli va dans ton sens en demandant à quand un exercice effectif avec tous les intervenants. Alors, Écoutez, je pense encore profondément que si on n'est pas moteur de ce machin-là, il n'y a rien qui nous arrivera. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, encore une fois, ce silotage du monde de la santé fait que on croit que tout le monde, on va tous travailler ensemble, sauf qu'on ne se connaît pas. C'est hyper important. Et donc, peut-être que ça peut valoir le coup d'aller se renseigner quand on est professionnel de santé isolé, enfin dans son câble ou peu importe, auprès de la CPTS et pour souffler l'idée. Et est-ce que vous avez appelé l'hôpital Pivot pour savoir s'ils font des choses? Parce que ça peut être bien qu'on se connaisse, quoi. Voilà. merci, Romain. Une question de quelqu'un qui est déjà dans les starting blocks. Combien de pages doit comporter le plan de gestion des crises sanitaires en CPTS? Il n'y a pas de nombre de pages du tout. Il y a surtout, encore une fois, le fait d'avoir tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le listing exhaustif de l'annuaria, des risques potentiels et des numéros de téléphone à mettre en face d'un certain nombre de fonctions pour ceux qui seraient un peu plus volontaires que d'autres dans le cadre d'une cellule de crise. Et ça, je l'ai bien écrit dans le guide. Et encore une fois, comme c'est mes mots, allez-y. Enfin, vous pouvez le prendre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec, il n'y a pas de problème. Mais Parce que vraiment, il n'y a justement, pas. ah, pardon, allez, Simon. Allez-y, allez-y. Parce que justement, moi, en fait, j'ai fait le plan de gestion de crise sanitaire et il fait presque 100 pages, en fait. C'est toujours pareil. Mettez-vous à la place, enfin, à votre place d'ailleurs. On va vous appeler. Encore une fois, hein, c'est toujours la nuit. Il y a un machin qui a pété. On va nous demander de mettre en place, je sais pas moi, on nous demande 20 généralistes. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que J'ai vous fait allez vous un taper les tableau, 100 pages? j'ai fait des tableaux, justement. Alors, encore une fois, il faut que ce soit très pratico-pratique. Peut-être. Bah, faudrait mettre par couleur et mettre des petits, ouais, je sais pas. Alors, encore une fois, c'est toujours pareil. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est une CPTS et qu'on veut répondre à cette mission socle, d'abord, c'est le président de la CPTS qui désigne qui est le patron de la cellule de crise. D'accord? Et ça, on met ce numéro de téléphone-là, de ce mec-là, pour moi, c'est vraiment le petit calepin pour dire, bah, aujourd'hui, c'est le docteur ou c'est l'infirmier ou c'est le psychologue untel qui est de garde et l'ARS va appeler cette personne-là. Et lui, après, il sait ce qu'il a à faire. C'est pas compliqué. Il prend son annuaire de copains qu'il a dans la cellule de crise et point, ça s'arrête là. Oui, ouais, pas de souci. Alors, Merci. Ah,
Merci. Je salue le professeur Collange qui nous quitte. Merci infiniment pour votre participation et votre présentation. On va juste terminer, d'ailleurs, c'est l'heure. On va une information, un complément d'information de Sophie Klein de la CPTS Porte de France que je salue. Il existe des plans de sauvegarde intercommunale qui sont une ressource pour la rédaction du plan de gestion de crise sanitaire pour les CPTS. Donc ça, c'est une info de Sophie. Et on termine par la toute dernière question. Comment maîtriser ou peut-on encore maîtriser la communication à l'heure des réseaux sociaux et des médias alternatifs? Alors, La réponse. la réponse est non, mais ça, vous le savez bien. On ne peut pas maîtriser. Par contre, la communication qu'on peut maîtriser, nous, c'est de dire à l'échelle de nos organisations, que ce soit, si je prends l'exemple de Filieris, si un jour il se passe quelque chose, nous, on aura de notre directeur général, vous vous taisez parce que c'est moi qui communique. Et je pense qu'à l'échelle des CPTS, c'est ce que j'ai fait moi dans ma CPTS où je suis le patron de la cellule de crise, je ne suis pas le responsable de la communication. Par contre, dans la cellule de crise, on a un responsable de la communication qui est le seul à parler. Point. C'est tout, ça s'arrête. Et il ne parlera si et seulement si on nous donne l'accord par la préfecture ou par l'ARS. Voilà. C'est encore une fois, il y a un moment où, quand on parle de situation sanitaire exceptionnelle ou de catastrophe, c'est extrêmement, extrêmement anxiogène pour la population et il ne s'agit vraiment pas d'en rajouter. Voilà. Eh ben, merci pour ce mot de la fin, Romain. Voici, nous sommes au terme de ce webinaire et vraiment, je tenais à adresser tous nos plus sincères remerciements aux deux intervenants. Professeur Collange qui vient de nous quitter, merci pour la richesse et la clarté de votre intervention. Romain, merci pour ton témoignage de terrain qui a parfaitement illustré comment ces enjeux se traduisent concrètement dans nos organisations de soins de proximité. Le lien de ton document sera également disponible et envoyé par mail aux participants. Merci également à vous tous participants pour votre présence et vos questions via le chat. Le cycle Actu Santé Filieris continue. Pour être informé des prochaines sessions, écrivez-nous sur dirmedprev.sfilieris.fr. En attendant, bonne journée à tous et à toutes et à très bientôt. Merci encore.